Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode numéro 8 déjà. C'est bien, ça tombe bien, c'est mon chiffre préféré. Donc, voilà. Très content de vous avoir avec nous. On va parler d'éclairage nocturne ou de l'absence d'éclairage nocturne. On verra un petit peu. En tout cas, c'est vraiment un sujet qui est devenu assez prégnant ces dernières semaines. Forcément, on est en automne, l'éclairage reprend toute son importance aussi, évidemment. Et faut bien avouer qu'il n'y a pas une semaine pour l'instant qui se passe où on n'a pas une annonce de telle commune envisage de remettre l'éclairage la nuit ou l'a acté par une décision du collège. Voilà, on a des exemples de Waterloo, Mons, Jurbise, Brno. J'ai commencé un peu à faire la liste et franchement, je me suis arrêté parce qu'elle est vraiment très très longue. Il y en a qui sont encore des phases de consultation, comme à Wallin, à Perouet par exemple, dans le Brabant wallon, où on se trouve aujourd'hui. Et je vous présenterai dans un instant les gens autour de la table, si vous ne les connaissez pas. En tout cas, le contexte, il est très différent de la situation qu'on a connue en 2022, puisqu'on était vraiment au pic de la crise énergétique. Et donc, la question ne se posait presque pas et les communes, évidemment, cherchaient tous les moyens possibles et imaginables pour faire des économies d'énergie. Et ça tombait bien parce que l'éclairage nocturne, c'est un poste assez important dans les finances de la commune. Et donc, on a cet éclairage qui, à peu près naturellement, dans la plupart des communes, dans une grosse partie des communes, c'est vu couper entre minuit et 5 heures, globalement. Parfois en laissant allumer le week-end pour les villes peut-être qui avaient un centre-ville un peu plus actif, etc. Mais aujourd'hui, le contexte il a largement changé. On a eu d'abord des élections, évidemment, mais surtout, les prix ont diminué et on a aussi l'avancée du LED qui a fait son chemin avec de plus en plus d'installations LED en termes d'éclairage public. Et des économies qui font que peut se poser la question d'avoir le luxe ou non de rallumer l'éclairage. Évidemment, j'ai parlé des élections, c'est un élément très important. Alors, est-ce que c'est inéluctable de se retrouver avec de l'éclairage de nuit ? Est-ce qu'il y a d'autres options qui ont été prises ? En tout cas, nous, ici, la volonté, c'est pas d'être juste dans le négatif. « Ah, c'est horrible, on avait enfin un truc positif pour l'environnement et puis en fait, ça se barre. » On va voir un petit peu ce qui se fait, notamment à Chaumont-Gistoux, avec Guillaume Le Goff. Bonjour. Bonjour. Et avec Mélanie Wills de chez YTech. Bonjour à tous. Que vous connaissez déjà bien. Et donc, avant d'aborder ce sujet, comme vous le savez, on aime bien faire un petit peu connaissance avec nos CPC. J'aime pas d'habitude les acronymes, mais voilà, c'est le nôtre, donc il y a que nous qui l'utilisons. C'est devenu très connu. Voilà. Guillaume, je vais te poser la question. Comment es-tu devenu coordinateur Polec ? En fait, déjà, je suis français de base. Je suis arrivé en Belgique il y a 20 ans maintenant pour faire une thèse à l'Université catholique de Louvain. Et puis voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin dans la recherche. Et au bout de 15 ans, j'ai changé de voie. Et donc, j'avais envie de travailler dans la protection de l'environnement principalement. Et donc, je suis arrivé à Chaumont-Gistoux comme coordinateur Polec. Et tu as fait quoi entre les deux ? Rien. J'ai enchaîné comme ça. J'ai travaillé 6 mois à Grès-d'Oisseau à la commune de Grès-d'Oisseau sur pareil des projets. Voilà, l'environnement était un peu plus loin, on va dire. Et voilà, donc j'ai décidé de changer et donc je suis arrivé à Chaumont-Gistoux. Et c'est quoi qui t'a plu peut-être dans le descriptif de fonction en tout cas, qu'est-ce qui t'a fait te dire tiens ça pourrait me plaire ? L'aspect environnement, hein, clairement. Enfin, l'aspect environnement, climat, tout ça, c'est lié. Et après, ce que j'ai découvert par après, une fois que j'avais commencé le travail, c'est le côté très transversal. C'est-à-dire, il y a de l'énergie, il y a de la mobilité, il y a de l'environnement, bien sûr. Et tout ça fait que c'est très, très, très vaste et très, très connecté. On voit ça, c'est loin de la recherche universitaire, mais c'est plutôt cool. Est-ce que tu considérerais que ça peut être un peu de la recherche appliquée ? Oui, clairement. Ouais. D'ailleurs, j'ai d'autres anciens collègues de thèse qui sont arrivés... coordinateur Polec à Jean-Blou, Julie Schut, avec qui j'ai fait ma thèse, qui est aussi coordinatrice Polec à Jean-Blou. Le monde est petit. Oui. Non, mais moi je sais qu'à titre personnel, dans ce dans quoi je voulais travailler, c'était justement sur des projets aussi plus concrets. Et c'est vrai que la dimension locale, elle a quand même cet ancrage. On se dit, on peut avoir, si tout se passe bien, la chance de voir des projets se concrétiser de manière très claire.
Ouais, le côté sensibilisation aussi, c'est quelque chose qui me parlait. J'en faisais déjà un petit peu à l'UCL, mais là, il y a beaucoup plus de travail avec les écoles, avec les citoyens directement, donc ça, c'est aussi plus présent. Donc ça, c'est quand même gai. Et tu es habitant de la commune. Et j'habite la commune. Ouais, c'est aussi. Alors, déjà, c'est un avantage en termes de transport, Mhm. j'imagine, mais est-ce que ça modifie. Est-ce que tu sens que ton implication elle est différente aussi parce que tu es en même temps citoyen? Bah oui, du coup, quand j'explique aux gens ce que je fais, notamment aux voisins, aux amis, aux parents d'élèves dans les écoles de mes filles, clairement, j'explique ce que je fais et on en discute et des fois j'arrive à les convaincre ou pas du tout, sans forcément les convaincre, juste les informer de ce qui se fait, quoi, parce que des fois ils sont juste pas au courant de ce qui se fait Oui. en termes d'environnement sur leur commune. Ok. Avant d'attaquer de nouveau le sujet principal ici, est-ce que y a d'autres projets sur lesquels tu travailles au sein de la commune de Chaumont-Gistoux et pour lesquels, sur lesquels tu aimes bien travailler ou en tout Ouais. cas un truc qui te rend un peu fier, un petit truc. Là actuellement, on a un projet de végétalisation de place. C'est très sympa parce que il y a le côté environnement, favoriser la biodiversité locale, donc ça c'est remettre de la biodiversité dans un centre de village, et aussi le côté travailler avec les citoyens, parce que c'est un projet qu'on a monté avec les citoyens. Et donc voilà, l'idée c'est que le projet avance, on remet de la biodiversité, les citoyens sont contents, donc c'est un projet qui est assez cool à mener. Parce que tout le monde va dans le même sens, et donc ça marche bien. Tu parles justement de végétalisation. Bon, moi je connais Chaumont-Gistoux, mais tout le monde ne connaît peut-être pas. Et on se dit, c'est pas une très grande ville, en tout cas ça n'a pas l'air de l'être. C'est intéressant de se dire, tiens, qu'on a quand même des projets de végétalisation dans des petites villes. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu Chaumont-Gistoux, comment c'est en termes de commune? C'est une commune rurale, donc il y a, je crois, 53% de champs sur Chaumont-Gistoux. Et en fait, Chaumont-Gistoux, c'est 8 villages différents. Et il y a 12 000 habitants en tout, donc ces 12 000 habitants sont répartis sur ces 8 villages, avec certains qui sont un peu plus gros que d'autres, certains qui sont un peu plus paumés que d'autres, mais voilà. Et donc il y a des petits villages comme n'importe quel petit village, avec une place centrale qui sert de parking par exemple. Et là l'idée c'est de transformer ce parking en lieu de vie pour le village et de revégétaliser tout ça. Okay. Est-ce que c'est un projet dans le cadre du droit de tirage biodiversité? Oui. Okay. Oui. Très bien. Vous êtes allé chercher les financements là où il fallait. C'est ça. Parfait. Eh bien, on va attaquer le gros morceau. Pourquoi est-ce que Guillaume est avec nous et pourquoi est-ce qu'on parle de Chaumont-Gistoux? Eh bien, en tout cas, c'est parce que, à ma connaissance, Chaumont-Gistoux, c'est un peu une des communes qui a une approche différente en termes d'éclairage public et qui a démarré avec le projet Illumine. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler peut-être c'est quoi déjà le projet Illumine avec un E-Lumine? Oui, donc c'est un projet qui vient d'Ores à la base, qui est chargé de transformer tout l'éclairage public au LED. Et en fait, quand ce projet-là est arrivé à Chaumont-Gistoux, le collège a s'est dit, tiens, si on n'allait pas un peu plus loin, et est-ce qu'on ne reverrait pas un peu tout l'éclairage, et on n'en profiterait pas pour supprimer quelques luminaires qui sont pas utiles, tout simplement. C'est ça, parce que donc, Illumine, Ores reçoit des financements régionaux, européens? Régionaux pour faire le passage au LED, et c'est pour ça que vous entendez sans doute partout dans les communes, vous avez un X pourcentage de LED en termes d'éclairage public, donc il y a une obligation d'ici 2029, fin 2029, d'avoir 100% de l'éclairage en LED, en tout cas sur le réseau Ores, mais c'est certainement la même chose aussi sur les autres GRD. Ça peut durer après, ça peut se faire après, mais ça coûtera plus cher parce que Ores n'aura plus les subsides pour ça. Et donc effectivement, la différence, c'est de se dire, à Chaumont-Gistoux, vraiment, on va se poser la question de chaque point lumineux de la commune. Est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on ne le regarde pas? Ouais, l'idée c'est que donc, comme il y a un peu plus de 2000 luminaires sur la commune, l'idée c'est de faire ça par phase. Donc avec Ores, on dit ces luminaires-là, on les fait la première année, ces luminaires-là l'année suivante, etc. Donc à la base, il y avait 10 phases qui avaient été déterminées, et pour chaque luminaire, on les caractérise. Donc où ils sont, quel type de route, quelle largeur de route, quelle densité de population, quel environnement. Et tout ça, et il y a aussi un fichier de la région Wallonne qui a évalué l'impact sur la biodiversité de ce luminaire en particulier. Et donc avec tous ces paramètres-là, on décide de les éteindre ou pas, de les supprimer ou pas.
Et donc, on avait effectivement ce grand plan qui était mis sur place, ok, 10 phases en 10 ans Ouais. à peu près. Donc, on avait démarré en 2019, c'est ça? 2020 20 ou 21, je sais plus. Parce que 20 j'étais ou- pas là au début, mais c'était 2021, je pense. Ah, ok. Et on commence la première phase, la deuxième passe bien. phase, tout se passe bien. Et puis qu'est-ce qui se passe? Donc la première phase, tout s'est bien passé parce qu'en fait, on a commencé par les luminaires un peu faciles. C'est-à-dire les luminaires qui ne concernaient pas les gens. Les luminaires entre les villages, les luminaires de connexion, comme on appelle ça. Et la deuxième phase, là, on est un peu rentré dans le dur, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé là où les gens habitaient. Et donc, le problème, c'est que quand on a supprimé les luminaires, Ça rend encore Non, beaucoup plus ça simple. aurait- C'est les gens, mais, Ça résout tous les problèmes. voilà. donc on a supprimé des luminaires et les gens n'ont pas été contents. Donc un premier village où là, on a expliqué aux gens le pourquoi on a fait ça et ça s'est plutôt bien passé. Même s'il y a encore quelques mécontents, mais ça, il y aura toujours des mécontents, surtout dans ce genre de projet. Et un deuxième village, Bonlé, où là, on a supprimé des luminaires, mais les gens étaient vraiment pas contents. Oui, parce que, donc, pour bien préciser et être certain que tout le monde comprenne, quand on dit supprimer les luminaires, c'est-à-dire qu'on supprime l'infrastructure. Le poteau reste. en tout cas. Non, le poteau reste généralement parce qu'il permet de soutenir les fils électriques. Ouais, Mais le luminaire, c'est-à-dire la barre de fer et la lampe, ont été enlevés. ok. Et dans les situations où il y a juste un poteau lumineux, donc parce que parfois ils n'ont pas tous des câbles qui Non, les suivent. là, le poteau est enlevé. Ouais. Oui, c'est ça. Si le poteau n'a pas d'autre utilité, il est enlevé. Ouais. Donc, en tout cas, dans ce genre de cas de figure-là, il n'y a pas vraiment de retour en arrière possible parce que derrière, ça Mais recoûterait sans doute tellement cher qu'on ne va pas le faire, quoi. on a dû le faire un petit peu quand même, Ok. parce que justement, pour débloquer une situation qui était complètement bloquée, c'est-à-dire que le projet a été bloqué pendant 2 ans, c'est-à-dire que les politiques, quand ils ont vu les pétitions, les gens qui râlaient, etc., ont mis le projet, ils ont gelé le projet, et ça a été vraiment gelé Il y avait pendant 2 vraiment ans. un moratoire. Oui, il y a eu en disant il y a eu un moratoire, on a prévenu au reste qu'on mettait le projet en stand-by, et voilà, moi je suis arrivé il y a 1 an et demi maintenant pour essayer de débloquer, un de mes gros projets, c'était d'essayer de débloquer la situation. Oui, parce que si on rentre vraiment dans le cœur du sujet, ton prédécesseur avait plus ou moins d'ailleurs démissionné Oui, sur, sur base de à cause de ce projet-là. Ouais, Bon, il y a eu plein de raisons, mais c'était la goutte d'eau qui a fait que si vous gelez ce projet-là, moi je m'en vais. Si j'ai bien compris, après j'étais pas là, Ouais. mais si j'ai bien compris, c'était ça. Mais oui, c'était. Alors moi j'ai eu la chance de le connaître aussi, donc c'était quelqu'un de très enthousiaste. Et c'est vrai que même nous, dans les présentations de projets qu'on pouvait faire au sein du territoire du Brabant-Wallon, c'était un des premiers projets qui était mis en avant en termes d'ambition, etc. Et donc je crois qu'il est retombé un peu les 10 pieds sous terre, et donc c'était compliqué, quoi. Donc c'est vrai que du coup tu arrivais, tu as hérité d'une situation qui n'était pas forcément simple. Et donc comment ça s'est débloqué? Vous avez du coup dû changer la méthodologie? Ouais, donc on a repris contact avec les citoyens, c'était déjà le premier truc, pour savoir où est-ce qu'ils en étaient 2 ans après. Est-ce qu'ils avaient toujours envie de remettre des luminaires? Est-ce que... voilà, c'était toujours le cas. Donc on a fait un premier questionnaire qu'on a envoyé, on a reçu des réponses, on a collecté tout ça. Et il y a eu les élections, donc nouveau collège, donc la majorité a changé. Et ils ont décidé d'avoir une nouvelle approche. C'est-à-dire que pour débloquer ça, on a fait une réunion citoyenne en vrai, c'est-à-dire qu'on a invité les gens, on a discuté avec eux en vrai et on a collecté les infos. Donc on avait les infos d'un questionnaire papier avant les élections, on avait les infos d'une réunion citoyenne après les élections. On a combiné tout ça, on a proposé de remettre quelques luminaires, on en a remis une quinzaine. Sur combien qui avait été supprimé? 200, un peu plus de 200. Donc voilà, c'était... Moi, je voyais ça comme une petite goutte d'eau. Oui, Ok, ça, on est 5 à 10% on fait un effort vers les citoyens sont contents. D'autres, il y en a plusieurs qui n'étaient pas contents qu'on remette des luminaires. Donc voilà, mais voilà, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais ça a permis de débloquer la situation. Donc au final, sur cette phase-là, on a eu 66% de luminaires enlevés complètement, quoi. Oui, donc ça reste, pour moi, plus que correct. Enfin, dans l'objectif du projet. Effectivement. Et donc là, pour la suite, donc là, on a cette situation, donc on entend bien ces village par village un petit peu, donc cette partie-là est débloquée.
Et vous avez décidé aussi, du coup, de mettre en place un peu une phase test en se disant, comme ça, on ménage la chèvre et le chou. C'est aussi, ça. L'idée, c'était de plus mettre les gens devant le fait accompli, les gens qui rentrent chez eux et qui ont les luminaires supprimées, qui se demandent ce qui se passe. Bon, on peut toujours communiquer, mais l'info, des fois, ne passe pas. Et donc voilà, on avait ces gens-là pas contents. Donc ce qu'on a décidé de faire avec le nouveau collège, c'est une phase test où on éteint les luminaires au lieu de les supprimer directement. Et donc, l'idée, c'est de faire ça pendant l'hiver pour que les gens se rendent compte, voilà, je suis dans le noir, qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas, parce qu'il y a des gens à qui ça va très bien. Déjà, pendant la réunion citoyenne, on avait des gens qui disaient, je revois des chevreuils dans mon jardin, je revois les étoiles, ils étaient vraiment satisfaits de ça. D'autres, je vais me faire cambrioler, je vais me faire attaquer. Donc voilà, c'était la petite confrontation, mais l'idée, c'est vraiment que les gens se rendent compte et qu'on soit pas dans une situation comme avant où on avait supprimé, où on peut remettre facilement si on veut la lumière. Moi, je trouve ça assez intelligent comme approche, mais en soi, c'était pas si facile non plus à mettre en place, et notamment dans la collaboration avec Ores, c'était pas si simple que ça. Donc avec Ores, si on veut rentrer dans les détails, donc voilà, c'est vrai que quand on leur a expliqué ça, ils nous regardaient un peu avec des grands yeux, en se demandant ce qu'ils nous voulaient, parce que pour eux, voilà, la lumière, si on la change par du LED, c'est largement suffisant. Mais donc voilà, on a demandé quand même d'éteindre pour faire cette phase test. Et il y a eu dans cette phase-là, en tout cas, il y a eu des petits soucis de communication et ils ont supprimé des LED, des luminaires au lieu de les éteindre. Donc du coup, on a dû envoyer un courrier aux citoyens pour expliquer que c'était pas nous, etc. Mais donc voilà, ça embrouille un petit peu la communication qu'on a envers les habitants de la commune. Donc voilà, c'était plus difficile de faire passer le message. Oui, et puis c'est un coût aussi pour la commune parce que vous devez potentiellement donc éteindre, et donc l'acte d'éteindre mais en gardant les luminaires, ça a un coût, et si on veut rallumer derrière, c'est un coût aussi forcément. Donc en fait, tous ces actes-là, chaque acte qui est posé, c'est presque comme un acte médical où chaque acte a un coût, et donc si je me rappelle bien les chiffres, allumer, éteindre, c'est à peu près le même prix, c'est 45 €. Donc on est à 90 € pour allumer, éteindre un luminaire. Un seul point lumineux. Ah oui. Donc c'est un budget. Mais voilà, le collège a validé ce budget-là pour éviter justement les plaintes des citoyens. Ça n'a pas tout à fait marché, mais parce qu'on a quand même des citoyens qui se plaignent de ça. Mais voilà, ce qu'on leur met comme argument, c'est que ce n'est pas une situation définitive, qu'on va les écouter, qu'on va prendre leur avis en compte, et que s'ils veulent vraiment rallumer, on va rallumer. Et cette phase test, c'est sur 2 ans, c'est ça que tu as dit ? Non, l'idée c'était de faire une phase test pendant l'hiver. Pendant l'hiver, c'est là où c'est vrai que c'est là où c'est un peu trash, c'est que c'est là où il fait le plus nuit. Et donc les gens qui sont anxieux à cause de ça doivent un peu mordre sur leur chic pour cette phase test. Donc a priori, on va quand même avancer la consultation citoyenne. Mais au lieu de la faire en février-mars, on va la faire en janvier. Mais voilà, les gens se sont bien rendus compte. Je sais qu'il y a des gens qui sont contents, je sais qu'il y en a qui ne sont pas contents. Maintenant, il faudra récolter tous les avis et décider en fonction. Okay. Parce que ce qui a été décidé aussi, c'est que voilà, les gens ne sont pas contents, des fois juste parce qu'ils n'ont plus de lumière pour sortir les poubelles. Enfin voilà, c'était très ancré dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours. Mais le collège a décidé de ne pas rallumer si c'est pour des besoins personnels. Il faut que c'est un aspect collectif dans le besoin de rallumer. Genre, la rue est trop étroite, ok, on rallume parce que ça permet de mieux de sécuriser les gens pour rouler, pour voir un piéton, etc. Ça, c'est des arguments valables. Mais juste éclairer mon jardin, éclairer ma poubelle, voilà, ça passe pas. Est-ce que tu peux, juste après, nous expliquer justement comment se passent ces consultations aussi ? Parce qu'on a c'est différent finalement. Il y a l'option, ok, est-ce qu'on éteint ou on rallume entre minuit et 5 heures du matin, c'est un choix collectif qui parfois même pour plusieurs communes et pas juste sa rue ou sa commune. Ici, il y a une approche qui est différente parce qu'on va de manière très très précise dans la consultation. Mais là, la consultation, en fait, on avait des avis différents entre moi et mon échevin. Parce que mon échevin voulait plus faire une consultation citoyenne en direct, trouver ça plus simple, etc. Mais moi, ce que je me rends compte dans ce genre de consultation, c'est que en soirée, quand on fait une consultation citoyenne, tout le monde peut pas venir, dire les parents avec des enfants, les gens qui travaillent le soir. Et voilà, moi je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient intéressés pour venir, mais qui n'ont pas pu, que ce soit pour enlever ou pour remettre des luminaires. Voilà. Et donc l'idée maintenant, c'est que j'aimerais mettre en place, c'est de consulter, d'envoyer un questionnaire à tout le monde pour qu'ils puissent donner leur avis sur les luminaires de leur rue, et qu'ensuite, une fois qu'on a récolté tous les questionnaires et tous les avis des gens comme ça,
consultation citoyenne pour présenter ce qu'on veut faire rue par rue. Oui, rue par rue et point par point. Et point par point. Ouais, c'est ça, parce que donc on dit Voilà. il y a 2000 luminaires. J'essaie de faire un calcul rapidement. Si l'objectif de la commune c'est d'en supprimer 75%, ben, ça fait 1500 luminaires où on va se poser la question individuelle. Non, est-ce qu'on a intérêt de le. Il y en a un peu marquer ou pas moins. Un peu moins peut-être. Parce qu'il y en a quand même qui restent d'office. C'est ça. En fait, pour les phases tests, c'est vrai que ça on n'a pas expliqué, mais on a décidé de garder des luminaires d'office. C'est-à-dire que les luminaires qui sont au carrefour, aux écoles, aux passages piétons, aux arrêts de bus, aux endroits jugés dangereux, et les cœurs de ville, les cœurs de village, parce qu'il y a une vie dans le village, ça on les laisse d'office. Ok. Et après, les luminaires qui sont entre deux carrefours et il y a 10 maisons, ça a priori ont été éteints pour la phase test. Ouais, mais je pense que ce que je trouve assez hallucinant, c'est la granulométrie finalement de ce genre de travail. Tu m'avais montré la présentation et on voit, ben oui, tiens, on a un carrefour, ben là, c'est peut-être accidentogène, donc ce point-là, on va le garder, mais les 5 autres jusqu'au carrefour suivant, ben ceux-là, ils n'ont pas de raison particulière peut-être d'être là. Et on va se poser la question individuellement, est-ce que vous avez un intérêt ou est-ce qu'il y a une raison particulière à le À maintenir part le besoin des gens, voilà, ces luminaires-là sont là juste pour ça. Ouais. Et est-ce que c'est possible de faire de manière très précise une extinction, un maintien allumé, etc., en fonction des différents réseaux, circuits, quartiers ou En fait, c'est ça. Pour ces phases tests-là, Ores a dû passer luminaire par luminaire pour éteindre. C'est ça, parce que en fait, eux, ils fonctionnent par poche. Donc, ils peuvent aller à un interrupteur, ça va éteindre toute une zone ou rallumer toute une zone. Mais si on leur demande celui-là allumé, celui-là éteint, celui-là allumé, celui-là éteint, là, ils peuvent pas. Ils doivent le faire un par un. C'est une intervention technique. Oui, c'est pour ça qu'on a parlé des 40 € par extinction, 40 € par rallumage. Parce que c'est chaque luminaire par luminaire. Mais c'est intéressant finalement parce que ça veut dire que même si on modernise avec des LED, en fait, on a toujours besoin de ces interventions manuelles où on est relié à une autre commune, une autre zone, etc. C'est-à-dire qu'on a, on n'a pas cette flexibilité-là non plus de pouvoir se dire, tiens, facilement et sans coût, entre guillemets, j'appuie juste sur un bouton, je peux éteindre un luminaire sur 3, une rue sur 3, ou ce genre de choses. C'est assez dingue, je trouve, de se rendre compte qu'on a très peu de flexibilité par rapport à ça. C'est clair que pour Ores, gérer des poches, gérer des zones, c'est plus facile que de gérer luminaire par luminaire. Je pense que c'est pour ça que ça a été fait. Mais maintenant, clairement, dans l'évolution du réseau électrique, je trouverais ça plus logique de faire comme ça. De pouvoir dimmer un luminaire, de pouvoir éteindre un luminaire individuellement, ce serait beaucoup plus facile. Mais bon. Oui, parce qu'il y a effectivement des communes qui ont des systèmes d'image. À Wavre, par exemple, qui est une autre régie, enfin c'est la régie d'énergie de Wavre qui n'est pas Ores. Le reste du Brabant wallon est Ores et en Wallonie, le majoritaire c'est Ores. Mais eux n'ont pas fait ce choix de technologie, notamment parce que je sais que les arguments qui ont été avancés, c'est de dire que en gros le coût des luminaires est plus important par rapport aux gains potentiels qu'on peut avoir. Tu parles du dimmage ou de l'allumage automatique ? Potentiellement les deux. Parce que le LED, les luminaires LED qu'on va mettre, ils seront dimmables. Oui. Ça, de toute façon. Non, je parle effectivement du dimmage intelligent, où oui, il peut être lié à du passage aussi, etc. Oui, oui ça, j'en ai discuté avec Ores, c'était quelque chose qu'on a envisagé, mais Ores ne nous l'a pas conseillé parce que plus cher, parce que durée de vie plus faible, et donc voilà, l'un dans l'autre, c'était pas intéressant. Sur des gains, voilà. peut-être. Parce que l'idée, c'est que chaque luminaire, il y a un ordinateur qu'il faut entretenir, qui a une durée de vie plus faible, donc voilà, ce que Ores nous a dit, c'est qu'en gros, pour la com, c'est très bien, mais dans les faits, c'est moins efficace, quoi. Okay. Et donc, pour la suite, est-ce que toi, tu es confiant que vous allez arriver au bout du projet d'ici, du coup, 2029 Arriver au bout du projet, on va y arriver. Le truc, c'est que le fait que le collège ait inclus cette consultation citoyenne, ce qui est très bien, comme ça on a plus de gens satisfaits, mais je pense aussi qu'on aura moins de luminaires supprimés au final. Ben voilà, là c'est la première phase, la première étape où on le fait, c'est la première fois qu'on le fait. On verra dans 6 mois ce qui aura été décidé finalement. Mais voilà, ce sera en fonction des envies des gens. Et peut-être que chaque village va être différent, on va voir. Oui, c'est vrai. Mais
Voilà. Après, les réactions qu'on a eues en quantité, c'est assez similaire à ce qu'on a eu avant. Et le truc aussi, c'est ça, c'est que les gens qu'on a en contact sont des gens qui râlent. Les gens qui sont contents, ils vont jamais nous écrire. Enfin, il y en a, hein, on en a quand même quelques-uns, mais c'est pas la majorité qui va écrire pour nous dire qu'ils sont super ce que contents. vous faites. Mais continuez. je sais qu'ils existent parce que j'ai déjà discuté avec eux, des gens qui s'étonnent même qu'il y ait des gens pas contents. J'en ai vu, j'en ai discuté avec eux, mais c'est pas eux qui vont écrire, c'est pas eux qui vont aller au contact des politiques pour se plaindre. Donc voilà. Oui, et puis il y a aussi toute la, je n'aime pas beaucoup ce mot-là, mais la majorité silencieuse à qui ça fait ni chaud ni froid. Et Oui. si ça leur fait ni chaud ni froid, c'est qu'a priori, Ah oui, ils sont OK avec une extinction. La première consultation qu'on a fait pour relancer un peu le projet, donc le premier questionnaire qu'on a envoyé aux gens, on avait envoyé plus de 500 questionnaires, on a eu 63 réponses. Ça faisait 12% de réponses, c'est-à-dire qu'il y avait 88% des gens, soit ils trouvaient ça bien, soit ils s'en foutaient complètement. Donc voilà, cette majorité-là aurait été très bien avec le fait de continuer, et on a remis 17 luminaires pour ces 63 personnes. Donc voilà, ça permet au projet d'avancer, ça permet de continuer. Oui, Voilà. et quelque part, c'est aussi ça, la démocratie, et ça permet d'acter une décision. C'est-à-dire, ben voilà, vous avez eu l'occasion de vous exprimer, la commune a agi en conséquence, et donc on peut continuer le projet. Oui. Puis je pense que c'est aussi les premières étapes d'une démarche de sensibilisation. Il faut Oui. bien commencer avec un certain questionnement de la population, et puis au fur et à mesure, on ne peut qu'espérer que ça porte plus ses fruits et que les avis puissent aussi évoluer en fonction des projets. Et la consultation citoyenne qu'on a faite à Bonlay, où on avait les gens en face de nous, on avait vraiment un peu un conflit de génération. On avait grosso modo les jeunes qui étaient pour éteindre et les plus anciens qui étaient pour rallumer, qui voulaient rallumer. Et au fur et à mesure des discussions, de la présentation des arguments des uns et des autres, tu voyais que chacun mettait de l'eau dans son vin et qu'on arrivait à un accord. Et je crois que c'est ça l'idée. Et c'est pour ça qu'on a fait cette phase test. C'était pour que les gens se rendent compte. Et puis après, on les fait se rencontrer et on en discute. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire aboutir le projet. Mais bon, voilà. Après, il faut accepter d'avoir des gens qui râlent et qui t'appellent au téléphone pour râler, pour se plaindre. Ou alors, il ne faut pas travailler dans une commune. Voilà. Voilà. Mais super, en tout cas, j'espère vraiment que si vous atteignez déjà effectivement les 60%, je pense que il n'y a aucune autre commune en Wallonie et peut-être même en Belgique, à mon avis, qui peut se targuer d'arriver à ça aussi. Donc, Mais voilà, après, c'est vrai que la Belgique a ce confort-là depuis des dizaines d'années. Et quand on voit la Belgique vue du ciel, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est flagrant. Je veux dire, la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre n'ont pas autant d'éclairage que ça. C'est-à-dire, la Belgique a le même éclairage qu'une mégapole, qu'une grande ville comme Paris. Enfin, c'est violent le contraste, quoi. Et parce qu'il y a forcément, vu que tu as le regard de France aussi, c'est intéressant. Surtout que moi, mon souvenir de dire, bah oui, tiens, pourquoi est-ce que nos autoroutes sont allumées comme ça a toujours été de dire, ah oui, mais on a des centrales nucléaires et en fait, on ne sait pas quoi faire de cette électricité, et donc on peut se le permettre. Mais que je sache, il y a 75% ou plus du réseau français qui est avec des centrales nucléaires, et pour autant, ils n'ont pas un éclairage public aussi développé que le nôtre. Donc parfois, en fait, c'est marrant comme on a des arguments qui restent en tête en se disant, et c'est pas grave, c'est pas un vrai gaspillage parce que de toute façon, on saurait pas quoi en faire. En fait, non, c'est juste qu'il y a des changements et des habitudes autres à mettre en place. C'est le gros challenge de ce projet, c'est de faire comprendre aux gens l'intérêt de faire ça et de changer leurs habitudes. Et ça, c'est le plus dur. Je vais bien croire. Bon, je vous propose d'avancer sur notre sommaire du jour, puisqu'on a encore quelques autres sujets, toujours en lien avec ça, mais aussi d'autres projets qui peuvent certainement vous intéresser. Et on va parler avec Mélanie maintenant d'un projet Interreg, notamment, sur la lumière urbaine, naturelle et économe, Lunéphile. C'est joli, ça sonne bien, Lunéphile. Avec 7 communes wallonnes qui sont partenaires de ce projet, dont 3 qui sont d'ailleurs Pollec. Il y a Thoin, Fontaine-l'Évêque et Merbe-le-Château. Tu peux nous en dire plus, Mélanie? Oui, tout à fait. Donc, le projet Lunéphile, c'est un projet Interreg qui veut promouvoir la collaboration entre différents territoires
Ici, dans le cadre du projet de Lunéfil, c'est un territoire transfrontalier, donc c'est les communes wallonnes qui sont transfrontalières avec la France. Donc c'est un projet vraiment en collaboration avec des partenaires wallons et des partenaires français, qui a débuté ici l'année passée, donc en 2024, et qui dure 4 ans. Donc les activités battent leur plein, on va dire, dans ce projet. Et voilà, je pouvais vous en parler un peu parce que YTech est un des partenaires du projet et c'est un de mes collègues qui le suit notamment. Donc voilà, ça c'est un petit peu le cadre. Et par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui, donc le projet vraiment a vocation à se concentrer sur le concept de sobriété lumineuse et de tous les enjeux qui gravitent autour de cette question, notamment la biodiversité, l'énergie, la sécurité, on en a déjà parlé ici, mais aussi questions culturelles, de société et aussi de gouvernance, parce que voilà, c'est des questions qui impliquent de faire des décisions et plusieurs acteurs sont impliqués. Donc voilà, c'est un peu les gros enjeux sur lesquels le projet souhaite travailler durant 4 ans. Et c'est quoi puisqu'on parle du coup de projets européens et ayant travaillé sur des montages de projets justement récemment, on parle notamment beaucoup de livrables. C'est quoi les livrables au bout de ce projet qui dure du coup 4 ans? Quels sont un petit peu les objectifs? Qu'est-ce qu'on veut pouvoir mettre en avant? Alors, oui, comme tu l'as dit, comme tout projet européen, il y a beaucoup de livrables et beaucoup de choses à respecter pour obtenir le subside à la fin du projet. Ici, ce projet, il y a un premier objectif, c'est vraiment l'aspect sensibilisation. On en a parlé, c'est des questions qui sont très sensibles chez nous en Belgique et qui le sont moins en France, d'où l'intérêt aussi de travailler avec des partenaires wallons et français pour vraiment avoir un échange de bonnes pratiques. Donc il y a ce premier aspect sensibilisation. Ensuite, il y a l'aspect production d'outils. Donc il y a énormément de livrables du projet qui vont être des outils d'aide à la décision pour les communes, pour décider de oui ou non maintenir ou supprimer l'éclairage, de l'adapter, de mettre d'autres choses en place, etc. pour traiter un peu de tous ces enjeux. Et parmi ces outils, notamment, il y a une cartographie interactive des points lumineux qui doit être développée. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir une carte où tous les points lumineux sont représentés et où les citoyens peuvent aller consulter et donner leur avis sur ces points lumineux. Donc c'est un peu la démarche que vous aviez menée en demandant tiens, est-ce que ce point lumineux est utile ou pas, voilà. Et ici, l'idée, c'est que ce soit vraiment interactif. Ensuite, il y a aussi toute une modélisation de la trame noire transfrontalière qui est prévue. Tu nous expliques ce que ça veut dire. Oui, je ne suis pas une experte en modélisation, mais, et j'ai oublié de le préciser, le projet a vraiment un territoire d'action spécifique. Donc, c'est le bassin transfrontalier de la Sambre. Mm-hmm. Et donc, il y a une attention particulière qui est portée au fait qu'on maintienne et qu'on restaure la trame noire de ce territoire-là. Et donc, ça implique de voir un peu quelles sont les zones éclairées, les zones qui ne sont pas éclairées, et aussi on va appeler ça les corridors écologiques autour de la Sambre qui doivent être préservés et maintenus. Voilà. Mais je ne suis pas une experte des modélisations et l'outil n'est pas encore disponible, mais c'est l'objectif de produire ça, justement. Voilà. Ça te parle, toi, j'imagine, avec complètement, parce ton background aussi. C'était, même sur le projet Lumine de Chaumongistou, c'était un des arguments pour supprimer des luminaires. Donc il y avait l'aspect financier, écologique, mais il y avait l'aspect environnemental, l'impact sur la faune et la flore, la faune nocturne et la flore. Parce que cet éclairage public, il a cet impact-là. Il va changer le comportement, il va impacter le comportement des animaux, il va impacter leur cycle de vie, il va impacter la croissance des plantes. Enfin voilà, faut se rendre compte de ça aussi quand on laisse allumer ces luminaires-là. Mm-hmm. Et donc supprimer permet de recréer, comme Mélanie l'a dit, la trame noire. Et alors il y en a d'autres, mais un dernier livrable très important, c'est la réalisation de chantiers pilotes, chantiers vitrines, que à la fois les communes wallonnes et françaises doivent réaliser sur la durée du projet.
Et donc elles se font accompagner notamment par YTech et les autres partenaires du projet qui ont une expérience dans cette thématique-là, pour faire des actions pilotes, donc innovantes en termes d'éclairage public. Donc bien sûr, on a parlé de la suppression de points lumineux, c'est toujours ce qui est le plus... c'est l'objectif. Le top du top. Le top du top, c'est ce qu'on souhaite tous, mais il y a des moments où on ne peut pas forcément éteindre pour des raisons, on l'a déjà dit, de sécurité, mais aussi parfois pour mise en valeur du patrimoine public, par exemple des bâtiments comme des monuments ou des églises, etc., qui ont un intérêt patrimonial et touristique. Il y a aussi toutes des questions parfois simplement d'infrastructure, notamment en France et en Wallonie, autour de la Sambre, il y a des ports nautiques, des haltes nautiques, je ne sais pas quel est le terme exact, où il faut qu'il y ait un éclairage à certains moments clés pour que les bateaux et les touristes aussi puissent venir s'amarrer. Donc voilà, c'est un peu avoir tous des chantiers dans des contextes différents qui peuvent être mis en place et que ça puisse servir de vitrine pour d'autres communes wallonnes. Oui, du coup, alors on va plus travailler sur les types d'éclairage, éventuellement les types d'éclairage innovants pour avoir des éclairages qui vont favoriser, qui vont être moins dérangeants pour la biodiversité plutôt que l'absence d'éclairage, parce que en termes de technologie, ça ne demande pas grand-chose. C'est ça. Alors oui, c'est ça. Donc l'idée, c'est d'avoir d'autres technologies. Alors parfois, un frein, c'est que ça pourrait coûter cher, mais il y en a parfois qui coûtent moins cher. Par exemple, réduire la taille des poteaux lumineux, déjà améliore en fait diminue l'impact négatif sur la biodiversité, jouer sur les températures de couleur aussi, sur l'orientation des luminaires. Un exemple très illustratif, c'est quand on illumine toute une façade d'un bâtiment. Or, on pourrait simplement rediriger le faisceau lumineux pour que ce ne soit pas gênant pour les espèces qui occupent le bâtiment. Donc voilà, c'est un peu réfléchir à tout un tas de solutions qui peuvent être mises en place. Mais jouer sur la couleur aussi ou Oui, la température de couleur, apparemment, donc des températures plus chaudes, sont plus adaptées pour les espèces, la biodiversité. En fait, les insectes ne voient pas la lumière rouge, donc c'est ça. La lumière si on met une lumière rouge, pour eux, c'est comme si on était dans le noir. Impactés. Beaucoup d'espèces de chauves-souris aussi, même s'il y en a qui voient cette lumière rouge. Mais voilà, on diminue vraiment l'impact si on utilise une lumière. Plus une lumière est chaude, moins elle aura d'impact sur les animaux. Alors ça, c'est quand même quelque chose de particulier parce que finalement, justement, avec l'avènement de la technologie LED, on passe beaucoup plus à des lumières qui sont plus froides qu'avant. Parce qu'avant, c'était les fameuses lampes au sodium, donc très orangées. Oui. Or là, maintenant, on est sur du blanc-blanc, quoi. C'est quand même surprenant. En fait, qu'est-ce qui fait que... Parce que, je veux dire, des LED orangés, ça existe. Parce qu'on peut et que ça coûte pas cher et que ça éclaire mieux. Voilà, c'est plus... Là, c'est bêtement pratique, je pense. C'est juste qu'une lumière blanche, ça permet de mieux éclairer, simplement. Okay. Et une lumière orange, voilà, je crois que on a tous des lumières un peu comme ça à la maison. On s'est un peu tamisé, mais pour éclairer, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Ouais. Et encore une fois, on est aussi dans les habitudes des gens. Je veux dire, un photographe, avant, quand il était dans sa chambre noire, il avait une lumière rouge, il voyait bien. Mais c'est une question d'habitude. On devrait travailler sur nos yeux et arriver à regarder dans le rouge. Est-ce qu'il y a encore des éléments sur l'Unifil ? Non, voilà, c'était un petit peu les livrables les plus importants que le projet a pour ambition de réaliser à terme, ainsi qu'un guide pratique pour les nuls en éclairage public. C'est bien. Voilà, après on sera tous des experts après ce podcast. De toute façon. Évidemment. Voilà. Alors peut-être un autre outil qui promet d'être intéressant, c'est une étude des sociotopes. Alors c'est aussi un mot un peu savant, mais grosso modo c'est une étude qui va permettre d'analyser un peu quelles sont les habitudes des gens dans l'espace public
principalement par rapport à l'éclairage. Et donc voilà, tirer un peu des conclusions aussi et des bonnes pratiques, des recommandations pour tenir compte de toutes ces habitudes, tous ces usages en fonction des différents profils et en tenir compte pour les décisions d'éclairage ou non. Super. Et est-ce que c'est un projet avec l'Université de Liège par hasard? Non, Non, l'Université ok. de Liège n'est pas impliquée. Mais Parce que j'avais une thésarde justement de l'Université de Liège qui m'avait contacté pour me poser des questions sur notre stratégie d'éclairage est-ce que public. ce serait Élodie Je sais plus le nom, franchement je sais plus. Mais de, quand tu m'as parlé de ce projet-là, ça correspondait vraiment à ce dont elle m'a... de mémoire, Comment elle m'a décrit son projet. Donc, de mémoire, je pense que l'Université de Liège était peut-être impliquée dans le cadre d'un comité d'experts. oui. Donc en fait, le projet Lunéfil, les partenaires se font accompagner par des experts de l'éclairage public, que ce soit au niveau sécurité, biodiversité, etc. Et c'est bien possible qu'ils aient interrogé une doctorante de l'Université de Liège dans ce cadre-là pour Donc, voilà. guider. En tout cas, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas non plus à contacter les coordinateurs, coordinatrices de Thoin, Fontaine-l'Évêque et Merbleu-Château, puisque j'imagine qu'ils et elles travaillent en tout cas en lien avec leurs collègues, où vous pouvez vous trouver plus d'informations aussi si besoin pour le projet Lunéfil. Et on mettra évidemment le lien aussi vers le site web du projet. On l'a déjà évoqué plusieurs fois, mais il y a cette fameuse notion de trame noire. Et donc, la Wallonie n'a pas attendu tous les autres projets aussi pour travailler sur cette fameuse trame noire. Mélanie, est-ce que tu peux nous rappeler, même si on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est quoi cette fameuse trame noire ? Oui, tout à fait. Donc, si on essaye de mettre une définition sur le terme de trame noire, donc c'est une trame qui désigne en fait toutes les zones qui sont dépourvues de pollution lumineuse, donc c'est une zone en fait qui est une zone d'ombre qui est essentielle notamment pour les déplacements et la reproduction des espèces nocturnes. Donc c'est vraiment au niveau de la biodiversité que cette définition s'applique. Et donc voilà, tout ce qui est aussi chasse, trouver la nourriture des espèces, c'est aussi très important pour eux de ne pas avoir cette pollution lumineuse. On peut faire le parallèle avec la trame verte et la trame bleue. En fait, l'idée, une des principales raisons de la crise de la biodiversité, c'est le morcellement du paysage. Recréer ces trames-là, en fait, c'est recréer des connexions entre les différents écosystèmes, qu'ils soient verts, bleus ou noirs, dans ce cas-là, pour favoriser la biodiversité, refavoriser la Oui, biodiversité. c'est ça. Donc, si on a deux forêts, en fait, si au milieu, il y a une ville où il y a... S'il y a une autoroute au milieu... Il n'y a pas de vert, il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de noir la nuit, en fait, Ça les espèces fragmente. ne peuvent pas vraiment voyager. Donc là, on Oui, va c'est leur ça. permettre de... c'est un peu des corridors comme les... Oui, ça c'est recréer des connexions entre les écosystèmes dédiés. Donc là, ce serait pour les espèces nocturnes. comme les... comment est-ce qu'on appelle les espèces d'aqueducs au-dessus des autoroutes? Les écoducs. Les écoducs, voilà. Oui. Si je retombe plus sur le nom. Oui, c'est ce principe-là. Recréer des autoroutes vertes. Ou la noire. Très bien. Et donc, on vous parle évidemment de ces trames noires parce qu'il y a eu aussi un projet qui a été lancé en Wallonie avec tout un portail, un vademecum, toute une série d'informations qui sont disponibles aussi sur le site de la région. Oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment tout un tas de ressources qui sont disponibles. De base, c'était sur un ancien portail et maintenant, il y en a un tout nouveau qui est sorti, le portail biodiversité, où ils ont remis bien sûr toutes les différentes études et toute la bibliothèque de ressources disponibles sur la thématique. Donc, on vous remettra aussi bien sûr en lien toutes les ressources. Et il y a peut-être deux initiatives qu'on voulait aborder ici un peu avec vous, qui se déroulent en Wallonie. La première, c'est celle du Parc national de l'Entre-Sambre-et-Meuse, qui en fait a décidé dans son plan d'action d'avoir une action qui s'intitule un parc national 1000 étoiles. Et donc l'objectif est vraiment de réduire la pollution lumineuse sur le territoire du parc national, d'organiser des consultations citoyennes ainsi que des activités toujours liées à la thématique et de labelliser aussi à terme les zones qui ont été préservées grâce aux différentes actions menées.
Ça, c'est une première initiative. Et donc, on vous invite aussi à contacter les communes qui sont situées dans le parc national. Donc, c'est les communes de Chimay, Couvin, Viroinval, Momigny et Froid-Chapelle. Donc, qui travaillent en collaboration avec le parc sur ce type d'action. Et donc, on l'a dit aussi, donc c'est majoritairement des actions de suppression de points lumineux ou de réduction, donc soit l'extinction, soit l'adaptation des cabines électriques, ou alors de limiter l'éclairage sur les biens publics et privés. Donc ils travaillent aussi avec les citoyens, mais aussi avec, par exemple, les commerçants, les enseignes, etc. Tout ce qui crée de la lumière artificielle et de la pollution lumineuse. Alors je trouve que ça me fait penser à un élément que tu disais juste avant sur la notion de revoir les étoiles. J'ai l'impression qu'en termes de narratif, c'est presque un argument qui pourrait être le plus sensible. C'est quelque part cette capacité un peu à rêver, parce que finalement, quand on voit les étoiles, il y a une forme de magie un petit peu qui revient. Et d'ailleurs, dans les projets qui sont mis, il existe les villes et villages de Wallonie étoilés. Donc il y a un peu cette notion, j'ai l'impression, si on doit opposer les deux, si on parle de villages étoilés, ça nous évoque peut-être plus de choses qu'une trame noire, par exemple. Mais oui, c'est un label au même titre qu'une ville fleurie, qu'une ville accueillante, etc. Il y a ce label ville étoilée. Oui. Et il faut rappeler que le ciel étoilé est officiellement patrimoine de l'UNESCO. Donc depuis déjà, je ne saurais pas dire la date, mais ça fait déjà un petit temps que c'est bien reconnu par l'UNESCO. Je ne savais même pas ça. Et donc il y a un titre à préserver attention, ça pourrait être en danger par la pollution lumineuse. Mais c'est clairement un argument à sortir, parce qu'il y a l'aspect financier, etc. Mais plus on a d'arguments, plus on peut convaincre les gens du bien fondé de ce type de projet. Parce que un argument va parler à quelqu'un et une autre personne, ça va être un autre argument. Donc il faut développer vraiment son panel d'arguments à sortir pour convaincre un maximum de gens du bien fondé de ce genre de projet. Tout à fait. Et donc la Wallonie avait lancé un deuxième projet, qui est le projet Trame Noire, bien nommé, récemment justement. Oui, tout à fait. Donc c'était un appel à manifestation d'intérêt, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, aux communes qui souhaitaient se faire accompagner dans leur démarche d'adaptation de l'éclairage public et de diminution de la pollution lumineuse. Et donc c'est un projet, donc l'appel a été lancé, je pense, en 2023-2024. En tout cas, il a démarré en 2024 et il a duré pendant 1 an. Et il y avait 10 communes participantes qui se sont faites accompagner par un prestataire, c'était Biotope Environnement, pour avancer sur leur démarche d'éclairage public. Et donc, encore une fois, on vous conseille de les contacter si vous êtes intéressé par la démarche. Donc, c'est les communes de Elezel, je ne connais pas où c'est, Dour, Mons, Cours-Saint-Étienne, Philippeville, Ivoire, Enghien, Saint-Guilain, Rochefort et Andenne. Ouais, il y en a un petit peu partout. Oui, c'est assez réparti. Il y a moyen d'avoir des connaissances dans l'une ou l'autre des communes. Et il y a un élément intéressant, outre les aspects citoyens, mais c'était un truc particulièrement qu'on trouvait intéressant, c'était les marches exploratoires. Oui, c'est ça. Donc, en effet, il y avait eu 2 ateliers qui ont été menés. Et pour certaines communes, dont la commune de Philippeville, que j'ai un peu interrogée à ce propos, qui ont décidé d'organiser des marches exploratoires avec leurs citoyens pour voir en direct, de leurs propres yeux, quels étaient les points lumineux dans les différents quartiers, dans les différents villages, qu'est-ce qu'il suscitait auprès des citoyens. Est-ce que c'était rassurant d'avoir un éclairage à cet endroit-là, ou au contraire, est-ce que c'était inutile? Et donc ils ont fait un peu ce travail-là d'identifier tous les points dans un premier temps inutiles qu'on pourrait supprimer, et puis ceux sur lesquels il y avait peut-être d'autres enjeux, et donc ça nécessitait une réflexion un peu plus approfondie, comme vous le faites à Chaumont-Gistoux. Tu sais s'il y avait eu du monde à cet atelier, à cette marche plutôt Je pense que, comme souvent, il y avait peut-être moins de participants qu'attendu par la commune. Mais j'ai pas le nombre exact. Il faudrait les questionner par rapport à ça. Mais ça vaut la peine d'essayer. En tout cas, la démarche
Oui, c'est une démarche sympa. proactive, intéressante C'est ça. envers le citoyen. Parce que Voilà. je pense qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a pas mal de gens qui s'en foutent, mais il y en a plein qui ont juste pas conscience aussi des impacts éventuels ou C'est ça. voilà, à part si on a un point lumineux qui vient vraiment dans sa chambre, on va peut-être pas se dire ah tiens celui-là il est problématique quoi. Oui, tout à fait. Et je dirais que l'extinction, quand même, les villes qui ont éteint de minuit à 5 heures ou de 10 heures à 6 heures, bah, ça a permis de se rendre compte de ça aussi. Parce que quand nous, par exemple, là, avec les communes qui rallument autour de nous, il y a des quartiers qui ont été impactés. Et les gens se sont rendus compte, mais non, c'était mieux quand c'était éteint, faites quelque chose, quoi. Donc, ils se sont rendus compte de ça, quand même. Oui oui. Une Bah, fois qu'il y a une absence. Une fois qu'il y a une va- absence, on voit mieux les étoiles. Enfin, ça a permis vraiment cette prise de conscience-là chez certaines personnes. Ouais, tout à fait. Bah, à titre personnel, chez moi, le point lumineux, vraiment qui est en face de ma maison, n'a plus fonctionné pendant 2 ou 3 ans. Je pense que l'ampoule était cassée, tout simplement, et elle n'a pas été changée tout de suite. Et moi, je trouvais ça très agréable parce qu'on a la chance d'avoir un jardin avec des arbres. Voilà, ça permet de mieux voir les étoiles. Et puis à un moment, ils sont venus installer des LED et donc ils ont réinstallé Avec un une point belle lumineux. lumière blanche. Avec une belle lumière blanche vraiment qui éclaire tout le jardin, donc c'est magnifique. Sinon, tu fais comme à Bonlé, hein, il y a un citoyen qui avait un luminaire qui clignotait, et plutôt que d'appeler au reste pour le réparer, il a pris son échelle, un peu de peinture noire, et voilà. voilà. Vous n'avez pas Solution à entendu ça moindre dans le coût. podcast, mais si jamais, voilà la méthode recommandée avec le seau de chaumont-gistoux au cas où. Mais donc, au-delà de ces marches exploratoires, évidemment, il y a aussi, derrière le projet de tram noir, il y a toute une méthodologie, évidemment, pour identifier aussi ces points. Et ce qu'on avait repéré en préparant l'émission, c'est notamment cette fameuse carte, c'est-à-dire qu'il y a déjà des choses qui existent. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. En fait, on a déjà une carte qui existe sur le site Biodiversité qui répertorie toute une série de points qui sont considérés comme problématiques. Et on s'est dit, c'est un élément hyper intéressant pour commencer déjà le travail. On peut se dire, voilà, forcément, à Chaumont-Gistoux, on prend l'optique, on remet tout en question, c'est super, mais tout le monde n'est pas forcément prêt à ça, alors que peut-être de partir de ces points lumineux et de se dire, parce qu'ils sont identifiés, si je me rappelle bien, en jaune, orange, rouge. Il y a 3 niveaux. 3 niveaux. Et donc voilà, de se dire, tiens, on travaille sur les rouges. Est-ce qu'à minima, est-ce qu'on peut trouver une solution ou est-ce que vraiment, est-ce qu'on peut les supprimer? Ça, en tout cas, c'est un travail même déjà au sein des administrations qui peut être potentiellement... Dans cette logique-là, en fait, moi, j'hiérarchiserais les critères. Parce que par exemple, tu peux avoir le niveau premier de cette carte-là, c'est un luminaire qui se trouve dans une zone Natura 2000. Donc, typiquement, ça voudrait le supprimer. Mais si ce luminaire se trouve à un carrefour, tu privilégies quoi? Oui, tout à fait. Le carrefour ou la zone Natura 2000? Nous, a priori, ce serait plutôt le carrefour quand même. Parce que voilà, c'est la sécurité des gens. Mais voilà, tu peux pas juste prendre ce paramètre-là en compte. Non, effectivement. C'est-à-dire qu'il faut avoir travaillé déjà effectivement sur ces critères en interne. Mais clairement, cette carte-là est un outil, il existe, il faut l'utiliser. Si c'est une démarche qu'on a envie de mener. C'est une bonne base de travail. Oui, en tout clairement. cas, pour initier une réflexion. Et alors, petite anecdote, cette carte a été réalisée, en faisant des recherches, on s'est rendu compte de ça, que la carte a été réalisée dans le cadre de Polec 2021. Ok. Donc, il y avait des actions, si vous vous rappelez, des actions qui étaient financées par la région Wallonne et qui avaient pour intitulé Polec 2021 Investissement. Et donc, la région Wallonne a préparé cette carte pour aider les communes dans cette action-là, Polec. Donc voilà, un des aboutissements de Polec. Qu'on ne connaît pas toujours, voilà. Mais qui est clairement, un outil d'aide à la décision. Et tu avais justement identifié un peu 3 étapes dans ce cadre-là. Oui, c'est ça. Et donc, c'est aussi ce que la commune de Philippeville m'a expliqué. Donc, c'est qu'ils ont vraiment, comme tu l'as dit, Guillaume, c'est identifier les secteurs en jeu pour la biodiversité. Donc, vraiment sur base de cette carte et sur base de ce qu'on connaît aussi du territoire. Ensuite, identifier les éléments qui sont fragmentants. Donc, en fait, toutes les zones qui sont éclairées et
qui fragmente ces corridors écologiques, on en a parlé, cette trame noire. Et puis 3, croiser tous les points qui sont problématiques avec les zones importantes pour la biodiversité et discuter avec les différents acteurs, avec les citoyens, etc., de ce qui, au final, est le plus pertinent à faire pour tout le monde et pour satisfaire aussi un maximum de personnes, tout en tenant en compte la biodiversité. Voilà, donc si on peut vous donner un conseil, s'il y a une chose que vous devez faire après ce podcast, si vous ne l'avez pas encore été regardé, c'est à minima de voir cette carte parce que ça peut être une bonne première étape. Carte qui est sur Wall and Map. Tout à fait. Alors avant de terminer ce podcast, on voulait quand même passer aussi en revue un petit peu tous les arguments positifs et négatifs au maintien de l'éclairage ou maintien ou extinction de l'éclairage public nocturne parce que c'est des éléments qui reviennent souvent. On a déjà vu beaucoup de conversations sur le Framatime aussi par rapport à ça. Tu as eu l'occasion aussi d'y travailler lors des présentations citoyennes et donc voilà, on voulait un petit peu en profiter pour pouvoir résumer ça en commençant par les arguments positifs, évidemment à la suppression de l'éclairage de nuit. Le premier, ça va être évidemment, ça paraît presque normal, mais en tout cas les économies d'énergie. Le pognon. Le coût, effectivement, qui va avec. Alors chez vous, vous aviez pu calculer à la fois le coût et la quantité d'énergie qui était utilisée, par exemple, pour l'ensemble de l'éclairage public sur la commune de Chaumont-Gistoux. Ouais, donc en fait, ça c'est un des arguments quand je présente le projet aux gens, c'est que l'argument, le coût de la consommation électrique et de l'entretien. Et donc on est là en 2022, quand le projet s'est un peu figé pendant plusieurs années, c'était en 2022, on était à un peu plus de 200 000 euros, 216 000 euros par an. Ouais. Consommation plus entretien. Donc pour 2000 et des luminaires, donc on était à pas loin de 100 euros par luminaire par an. Voilà, c'est ça. Et après, l'idée aussi, c'est de montrer, on a supprimé tant de luminaires, on a fait tant d'économies. Voilà, c'est de montrer que, ok, on a moins de lumière, mais on a aussi plus d'argent pour faire autre chose, voire des projets qui seront plus proches de chez vous, une piste cyclable, un trottoir, une plaine de jeux, voilà. L'argent, c'est pas... Parce que ça, c'est aussi un retour qu'on a, c'est « Ah oui, vous faites des économies, c'est pour vous mettre de l'argent dans les poches. » Non, l'argent qu'on a, on le réinvestit dans la commune, on fait d'autres projets pour faire grandir la ville autrement. Alors on doit faire un petit bémol sur ce point-là parce que c'est des discussions qu'on a beaucoup reçues de la part de vous autres, des coordinateurs POLEC. C'est que notamment Ores jouerait un rôle quand même assez particulier dans cette optique-là. C'est-à-dire que eux en fait poussent au maintien de l'éclairage public de nuit, notamment parce que leur argument c'est de dire que aujourd'hui en tout cas dans le cas où on a des communes qui sont à 70-80% de LED sur la commune, en fait le gain d'extinction est relativement faible et donc ne justifierait pas d'éteindre la nuit, etc. Et donc il y a, moi je trouve une position qui est quand même très particulière d'aller pousser d'abord les communes en disant franchement vous emmerdez pas avec ça, mais surtout de dire comme on a expliqué, il y a plusieurs communes parfois qui sont dans le même bateau et dire en fait cette commune-là, elle va de toute façon repasser à l'éclairage public, donc vous allez devoir y passer aussi. Et donc il y a ce côté particulier où on a un acteur unique, incontournable. Alors je dis Ores, mais peut-être que Reza fait la même chose, je ne sais pas. Mais c'est quand même un côté très étrange où on minimise finalement les économies d'énergie et du coup tous les autres arguments qu'on va développer derrière. Mais voilà, sur le prisme de... Wow, c'est pas si intéressant que ça. On l'a dit, il y a un coût aussi... par citoyen. Et donc, vous avez pu calculer, par exemple, c'est environ 8% des taxes communales sont liées à l'éclairage public. Donc, c'est vraiment un poste qui est très loin d'être anodin, malgré tout. Si on faisait des projections, on n'est pas loin des taxes déchets, par exemple, par habitant. C'est un peu le même genre de coût que ça représente, finalement,
par citoyen. Donc, en fait, c'est un coût qui est parfois invisibilisé parce que, en fait, Oui, parce que les gens ont toujours eu cet éclairage-là, ils ont toujours vécu avec, ils ont toujours payé ce niveau de taxe-là, donc ça c'est normal. ouais, Mais quand on change, voilà, les gens sont pas contents. ouais. Il y a un impact évidemment en CO2 qui peut être tout à fait positif. On peut donner plein de chiffres. Chez Mogistou, on est à 215 tonnes de CO2 par an. Voilà. Alors, combien ça correspond sur ce que fait la commune, sur ce que fait un citoyen à l'échelle de la Belgique, c'est des arguments qui sont parfois compliqués. Par contre, c'est sûr que s'il n'y a pas de consommation d'électricité, le gain de CO2, il est clair, il est net de toute façon. Mais c'est peut-être pas le premier en tout cas qui va ressortir évidemment, même si vous travaillez dans un cadre évidemment où l'objectif c'est de diminuer aussi les émissions de CO2. On a pas mal parlé dans les arguments positifs, c'est les arguments sur la notion de biodiversité pardon. Donc ça, tu l'as mentionné, notamment sur les plantes, les chauves-souris, les insectes, etc. Mais en fait, c'est l'argument principal pour moi maintenant, c'est celui-là, pour supprimer l'éclairage. Parce que les économies d'énergie, les économies financières, avec le LED, c'est l'argument de reste. sont moindres. Sont moindres. Et clairement, cet aspect biodiversité, trame noire, c'est celui qu'il faut mettre en avant pour essayer de convaincre les gens. Que cet éclairage, ok, on l'a depuis 60 ans, mais ça fait 60 ans qu'on fait du mal à la nature et à l'environnement. Mm-hmm. Oui, donc il y a presque un argumentaire à réinventer. En fait, c'est comment on arrive à toucher les gens sur ces notions de biodiversité, comment est-ce que ça impacte ou non leur quotidien pour les embarquer avec nous, quoi, finalement. Et c'est surtout adapté en fonction de si on est dans un milieu rural ou milieu urbain aussi. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on est en milieu urbain qu'il y a moins de biodiversité, moins d'espèces. Au contraire, c'est aussi des endroits où il faut avoir une attention toute particulière parce qu'il y a moins d'espaces verts autour et donc il faut préserver absolument les espèces qui restent en centre-ville. Mm-hmm. Tout à fait. Et aussi ce qu'il y a à faire, c'est si on a des projets comme ça liés à l'éclairage public, c'est de faire venir des spécialistes. Parce que tu vois, moi, en tant que biologiste, je pourrais parler de trame noire, de biodiversité, etc. Mais on va me répondre que je suis parti pris. Donc nous, quand on fait une réunion citoyenne, on fait venir ORES pour tout ce qui est technique lié à l'éclairage public. On fait venir Natagora pour tout ce qui est biodiversité. Et on fait venir un policier pour tout ce qui est stade de police lié au cambriolage et aux accidents. Et le message passe mieux. Ça les convainc plus que si c'est juste quelqu'un qui est de la commune et qui est déjà dans le projet. Oui, tout à fait. C'est un élément important, effectivement. Dernier argument positif, c'est l'impact sur la santé et en premier lieu sur les cycles de sommeil. Clairement, trop d'éclairage public, d'éclairage blanc aussi, c'est pas pour rien. Quand vous êtes chez vous, si vous avez un éclairage blanc la nuit, ça va vous maintenir éveillé plus que justement si vous avez des éclairages plus chauds. C'est un peu l'éclairage à la bougie, quoi. D'ailleurs, beaucoup de lumières sont pensées aussi pour se rapprocher de cet éclairage naturel qui induit un peu un temps plus calme et plus de nuit. Mais donc ça inclut l'impact sur le sommeil, c'est une fatigue accrue, des risques de maladies métaboliques, cardiovasculaires à long terme, du stress, de l'anxiété. Clairement, comme on disait, si vous avez ça directement dans votre fenêtre, ça a un impact qui est non négligeable et qui est parfois, par contre, difficile à quantifier personne par personne aussi. Et donc un peu invisibilisé, évidemment. Mais voilà, mais en fait, c'est connecté à l'aspect biodiversité, parce que c'est ce que nous, on subit en tant qu'animal. On est des êtres humains, mais on est des animaux avant tout. On fait la même chose aux animaux nocturnes. Ils ont aussi ces problèmes de sommeil, ils ont ces problèmes pour leur cycle de vie naturel. C'est exactement le même problème, en fait. Tout à fait. Bon, alors il y a des arguments contre quand même. Sinon, on imagine bien que toutes les communes ne rallumeraient pas la nuit non plus. On va pas se leurrer, ça tourne toujours autour des notions de sécurité, avec d'un côté la sécurité routière. C'est aussi un argument malgré tout qui revient.
et ce fameux sentiment d'insécurité, on va y arriver. Ou de sécurité. Ou de sécurité. Clairement, la peur de la nuit ou la peur de se faire cambrioler, etc., ou de se faire agresser. C'est des arguments qui reviennent souvent en premier lieu quand il y a des consultations ou bien des pétitions, etc. C'est clairement par rapport à ça. Petite anecdote, on avait vu fleurir pendant les élections des vidéos de gens justement qui disaient on va rallumer et qui faisaient des faux cambriolages, etc. pour dire voilà, vraiment c'était absolument grotesque, mais voilà, ça participe au sentiment. Même si on est d'accord, tous les chiffres qu'on a pu avoir dans toutes les communes ne font pas montre d'une augmentation des agressions, ni une augmentation des cambriolages, etc. Mais donc on est vraiment sur une notion de sentiment d'insécurité. Et du coup, ça renverse un peu le prisme aussi, c'est-à-dire qu'on doit travailler sur le sentiment et pas sur l'insécurité. Et donc, de nouveau, on rentre plus dans de la psychologie, dans de la sociologie. Mais voilà, ce sentiment, il existe. Et donc, l'idée, c'est de, comme on disait tout à l'heure, c'est de trouver ce juste milieu pour que tout le monde soit content. Ouais. Et du coup, on voulait terminer, on arrive bientôt à la fin, si vous êtes toujours avec nous, justement là-dessus, et pas de minimiser non plus cet élément, et de se dire, il est important sans doute de maintenir un éclairage par rapport à ça, et de travailler sur ce sentiment d'insécurité. Et certaines associations travaillent là-dessus, notamment l'ASBL Garance, qui a cherché à définir ce sentiment d'insécurité dans l'espace public, et aussi qui a travaillé notamment sur des publics un peu plus précaires. Et ça, tu peux peut-être nous en dire un petit mot aussi, Mélanie. Oui, c'est ça. Donc, cette ASBL a mené certaines études, notamment avec le public des femmes, qui fait partie des publics précarisés, tout comme les personnes plus âgées, les personnes en situation de handicap, etc. Et donc, ils ont essayé de voir avec un groupe de femmes quels étaient les éléments dans l'espace public qui étaient source de sentiments d'insécurité. Et alors on en revient à cette idée de marche exploratoire qui a été faite aussi avec les communes dans le cadre du projet Tram Noir. Donc l'idée c'était vraiment ici c'était un groupe de femmes qui parcourent les rues, les quartiers d'une ville et qui identifient ensemble ce qui leur provoque un sentiment d'insécurité, et la question de l'éclairage public était parmi d'autres facteurs aussi quand même prédominante. Et donc tout ce qui est zone d'ombre est source d'anxiété chez tous ces publics. Donc c'est aussi un aspect très important à prendre en compte quand on réfléchit à l'éclairage et aux zones qu'on souhaite éclairer ou non dans sa ville. Oui, de nouveau, je trouve que ça va sur une notion, on doit aller un petit peu affiner aussi en fait les zones où on met de l'éclairage ou pas. Et aujourd'hui, le système le permet moyennement. En fait, on pourrait juste avoir un bout de rue. On se dit, ben là, ok, on sait que des gens vont marcher, ont besoin de cet éclairage jusque-là, et puis après, c'est moins nécessaire. Mais peut-être que le transfo fait que en fait, il faut éclairer les 3 rues à côté. Et en fait, ça n'a pas d'intérêt. Mais moi, ça me fait un peu penser aussi à la théorie du donut, dans le sens où je trouve qu'il faut assurer en fait un minimum d'éclairage pour avoir ce socle un peu de ce sentiment de sécurité suffisant pour la plupart des gens. Et après, derrière, ne pas devoir dépasser toutes les limites en termes d'éclairage pour la biodiversité, en termes d'utilisation de ressources, etc. Mais de pouvoir faire ces arbitrages un petit peu autrement. Mais en tout cas, à mon avis, il faut pas rentrer dans le principe de dire, tiens, en fait, il n'y a pas plus de cambriolage, il n'y a pas plus d'agression. Donc, en fait, votre sentiment d'insécurité, il n'existe pas. Il est là pour une autre raison, parce que les gens, peut-être, n'ont jamais été habitués à ne pas avoir d'éclairage public, parce que... et moi, je ne suis pas une femme, donc je ne peux pas en parler, mais en fait, je n'ai pas peur si je pars la nuit, mais si je marche tout seul la nuit, mais en fait, on a la moitié de la population à qui on a dit fais attention si tu rentres toute seule. Donc, forcément, c'est aussi des éléments à prendre en compte là-dedans, je trouve.
Et au-delà de l'éclairage public, donc il y a aussi toute une autre série de facteurs qui jouent sur le sentiment d'insécurité. Et donc on peut aussi s'intéresser à tous ces autres facteurs-là et mettre en place des choses pour que ce sentiment soit réduit au maximum. Par exemple, l'étude de Garance a montré que le fait de savoir où on est très important. Donc avoir des bons panneaux de signalisation, les noms des rues, etc., ça joue aussi à renforcer la sensation de sécurité, autant que le fait qu'on puisse obtenir de l'aide rapidement, donc avoir des zones, par exemple la police qui est clairement indiquée, ou des zones où on pourrait éventuellement aller voir des personnes pour obtenir de l'aide. La propreté de l'espace public, c'est aussi un facteur qui est important pour se sentir en sécurité. Donc les communes peuvent aussi jouer sur tous ces autres aspects, et pas seulement l'éclairage public, pour essayer de réduire un maximum cette insécurité, ce sentiment d'insécurité. Oui. Et clairement, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément discuté, mais l'éclairage public, quand on veut supprimer, rajouter, adapter, il y a aussi d'autres services qui vont travailler avec vous, la mobilité par exemple. Parce que les discussions qu'on a avec les citoyens, c'est OK, vous nous supprimez les luminaires, mais sécurisez l'endroit, faites des zones 30, mettez des trottoirs, etc. Qu'est-ce qu'on donne en échange ? Voilà, c'était aussi un peu donnant-donnant. Mettez des panneaux, indiquez, etc. Enfin, c'est un tout, quoi. Très bien. On n'a pas le temps pour les recommandations, donc on va rester sur un mot de la fin de ta part. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter je pense qu'on a discuté? Je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses, mais si jamais vous avez des projets d'éclairage public dans la commune, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ferai part de mon expérience, de mes conseils, etc. pour essayer de faire avancer ça. Enfin, de notre côté, clairement, ça va avancer, même si il y a des petits bâtons dans les roues ou quoi de temps en temps. C'est un peu compliqué, mais voilà, on va aller jusqu'au bout en tout cas. Donc voilà. Mais sinon, si je peux vous aider dans vos projets ou quoi, n'hésitez pas. Eh bien, merci beaucoup Guillaume, merci Mélanie. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout avec nous si c'est le cas, et on s'entend une prochaine fois. Merci, au revoir. Et merci à toi Marc d'avoir mené ce podcast. Merci Marc. Merci. Au revoir. Salut. Salut.